En politique, je suis, comme je le dis, jusqu'à preuve du contraire, je suis membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Et jusqu'à une date très récente, j'étais député, jusqu'à l'arrivée de la transition. Et pour ce qui est de ma carrière politique, j'ai été ministre de la fonction publique, ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie et de la relance, ministre du commerce, ministre de PME et de l'industrie. Bref, j'ai occupé pas mal de postes ministériels et pour ainsi dire, j'ai beaucoup travaillé pour ce pays et je suis encore là, disponible pour travailler. Oui, un regard qui ne peut pas me laisser insensible parce que déjà en 2019, un tel problème s'était déjà posé. Et les chefs d'État, la conférence des chefs d'État de la CIMAC m'avait chargé, accompagné du secrétaire de la CIMAC de l'époque, le professeur Dani Onaondo, et du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, M. Abbas Toli, d'aller rencontrer justement les responsables du Fonds monétaire international. Et c'est à l'issue de cette rencontre, nous avons exposé la situation de la BEAC et nous avons par la suite montré que le potentiel y était. Et quand bien même les décisions qui avaient été prises n'étaient pas à la hauteur des attentes, mais il y avait un potentiel et deuxièmement, il y avait des perspectives qui étaient très bonnes pour la sous-région et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer autrement et jusqu'à arriver à la dévaluation. Parce que comme vous le savez, cette dévaluation n'allait pas toucher la dévaluation du franc CFA. La dévaluation allait toucher uniquement le franc CFA de l'Afrique centrale. Et qui dit Afrique centrale dit particulièrement le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, la Centrafrique et la Guinée et le Tchad. Donc, d'évaluer cette monnaie voulait dire clairement faire perdre ces pays la place qu'elle a leur en ce moment au niveau de l'ensemble des pays déjà de l'espace francophone. Parce que, comme vous le savez, le franc CFA n'est pas seulement un franc CFA de l'Afrique centrale. Il y a un franc CFA aux Comores. Il y a un franc CFA à l'Afrique de l'Ouest. Et en dévaluant le nôtre, cela nous mettait en deçà de tous ces pays. C'est que les chefs d'État n'ont pas accepté et ont décidé qu'il y ait des mesures correctives sur le plan de l'économie réelle. Et en mettant l'accent sur l'économie réelle, cela nous ramenait clairement à restructurer en profondeur nos économies et à revoir ce qui n'allait pas. Et ce travail a été fait de main de maître par les responsables des présidents de la CIMAC et c'est ce qui nous a évité la dévaluation. Et lorsque je vois les mêmes symptômes revenir, vous savez, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et que dès l'instant où il y a eu une maladie, vous savez comment la soigner. Lorsque nous avons eu la Covid nous a surpris parce que personne ne savait pas comment soigner cette maladie. Mais si la Covid revenait encore une deuxième fois, et que les médecins et toutes les personnes qui ont combattu la Covid ayant en mémoire et tout ce qui a été fait, aujourd'hui la Covid ne ferait plus les mêmes dégâts. Donc, c'est pour vous dire que ce qui a été fait entre 2019 et 2022 et qui a donné des fruits palpables, qui a fait en sorte que la croissance puisse être de nouveau démise au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Je crois que si aujourd'hui nous nous retrouvons dans les mêmes situations, je crois que il y a lieu de reprendre les mêmes recettes qui ont prévalu et mettre tout cela sur la table pour que nous évitions une dévaluation. Parce qu'une dévaluation, qu'on le veuille ou non, cela montre à suffisance que notre économie n'est pas performante. Parce que quoi qu'il en soit, la dévaluation monétaire, c'est d'abord l'économie. Une économie non performante ou un ensemble d'économies non performantes amène à s'interroger sur la valeur de sa monnaie. Parce qu'une monnaie n'a de valeur que par rapport à son économie. Une monnaie il ne peut pas avoir une valeur faciale
qui soit décrétable. On ne décrète pas. C'est l'économie qui donne de la valeur à la monnaie. Si votre économie est performante, votre monnaie est valable et votre monnaie est demandée. Mais si votre économie est en berne, ou si votre économie est complètement en chute libre, il va de soi que la monnaie également risque de suivre. Je crois qu'aujourd'hui, les responsables de la CEMAC savent ce qu'il faut faire. Ils savent que pour éviter une dévaluation qui serait une dévaluation honteuse, je le dis bien, honteuse, parce qu'elle ne toucherait que l'Afrique centrale. Et cela reviendrait encore à dire que l'Afrique centrale est moins performante que l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est. Pourquoi voulez-vous que les pays de l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, qui sont qui ont les mêmes dispositions que nous, s'en sortent mieux que nous? Ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et lorsqu'il y a un problème et que le problème est identifié, il ne reste plus qu'à trouver le remède. C'est vous qui le dites. Et le rachat d'Assala, vous savez, je suis un confucétien. L'homme qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Je ne sais pas ce qui a prévalu pour le rachat d'Assala. Je ne suis pas aux affaires et je ne peux pas, je suis mal placé pour en parler. Mais toutefois, s'il y a quelque chose à dire, c'est que lorsque l'État rachète une société privée, on appelle ça nationalisation. Racheter aujourd'hui, on veut faire bien en utilisant des termes qui ne sont pas économiques. Lorsque une entreprise passe du giron du privé au public, on appelle ça nationaliser. Lorsqu'une entreprise passe du giron du public au privé, ça s'appelle privatisation. Donc, les deux mouvements, ce sont des mouvements contraires, mais qui s'effectuent au sein de la même économie. Toutefois, si le gouvernement a décidé de racheter des sociétés, le gouvernement a ses raisons que moi je ne connais pas. Et comme je ne suis pas dans le Timba, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais une chose est sûre, racheter une société, cela peut dire que c'est une société qui a un intérêt stratégique pour le pays. Est-ce que Assala a un intérêt stratégique pour le pays? Je n'en sais rien. Est-ce que vous avez dit que la SNBG a un intérêt stratégique pour le pays? Je n'en sais rien. Mais il n'y a que ceux qui ont pris cette décision qui peuvent nous le dire. Moi aussi, j'aimerais qu'on me dise c'est les tenants des aboutissants avant que je ne donne mon avis d'expert, mon avis d'économiste. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement est plus axé vers les privatisations. Parce que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Aujourd'hui, les gouvernements, quels qu'ils soient, je parle ici d'une façon générale, les gouvernements n'ont pas vocation à se substituer au privé. Parce que le privé, il y a des innovations que le gouvernement ne peut pas faire. Le gouvernement ne peut qu'accompagner les innovations. Je prends un cas, votre secteur, le secteur communication. Les choses vont tellement vite. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les télévisions nationales sont toutes aujourd'hui larguées par rapport aux télévisions privées. Pourquoi? Parce que justement, l'innovation s'est faite par le privé. Le temps de réaction du privé n'est pas le temps de réaction du public. Les capacités de réaction du privé, ce n'est pas la capacité de réaction du public. Le privé peut lever des fonds que le public ne peut pas lever. Donc, à partir de ce moment, il vaut mieux laisser ceux qui ont cette capacité de faire, et le gouvernement s'est cantonné dans ce qu'il sait bien faire, organiser l'économie, accompagner l'économie et surtout, mais regardez les performances de ces entreprises et percevoir l'impôt. Percevoir les taxes, les droits et taxes, oui, ça, le gouvernement devait le faire à partir du moment où le secteur privé est performant. Donc moi, je suis pour que le secteur privé fasse son travail et que le gouvernement se cantonne dans ce qu'il sait faire le mieux. Et c'est-à-dire organiser l'économie, c'est-à-dire conduire la politique économique et laisser chaque acteur économique faire ce qu'il sait faire de mieux, notamment dans le domaine de l'innovation. Promulguer une constitution, c'est la dernière étape, c'est la fin. Mais avant la promulgation, il y a eu tout un travail qui a été fait. Et n'oublions pas que cette constitution a été acceptée par référendum. Référendum, ça veut dire que c'est le peuple qui s'est prononcé. Une fois que le peuple s'est prononcé, là, le gouvernant, notamment le chef d'État, il ne peut que promulguer.
il ne peut que promulguer. Bon, c'est une avancée majeure, oui. Pourquoi? Parce que même dans nos vies de tous les jours, nous ne sommes pas les mêmes d'une année à une autre. Nous passerons bientôt demain, nous passerons à l'an 2025. Et de 2024 à 2025, c'est une année qui s'ajoute à nous. Nous ne sommes plus les mêmes. Si nous allons voir un médecin qui, pour nous faire le bilan, vous constaterez que nous avons changé quelque part. Et pourquoi nous ne voulons pas changer? Nous sommes réfractaires au changement. Pourquoi l'homme est réfractaire à l'innovation? Tout simplement parce que l'homme a peur de tout ce qui est nouveau. Et dès l'instant où une chose nouvelle se présente à nous, nous avons peur. Et cette peur est une peur qui est tout à fait normale, mais moi je trouve que aller changer une constitution pour aller vers une constitution innovante, c'est une bonne chose. Mais la première chose que je voudrais, c'est que essayons d'abord de voir, mettons cela en place, essayons de voir comment ça marche avant de juger. Parce qu'en ce moment, faire tout jugement en bien ou en mal, ce serait tout simplement faire un jugement qualitatif. Donc ce ne sera pas un jugement qui sera lié à quelque chose de concret. Il vaut mieux laisser les choses se faire, voir, une fois que nous avons vu, nous avons touché du doigt, nous pouvons corriger. La preuve, c'est que c'est une constitution, tout est perfectible. C'est la constitution faite par des hommes, pour les hommes, et à partir du moment où elle est bonne pour les hommes vont l'accepter, si elle n'est pas bonne. Mais les hommes demanderont à la changer, puisque c'est les hommes qui l'ont fait. Donc, il laisser aller dans un débat anticipé, c'est une perte de temps. Je crois que nous avons du temps à gagner. Il vaut mieux aller vers l'essentiel. Ce qu'attendent les Gabonais, c'est le bien-être. Ce qu'attendent les Gabonais, c'est bien se soigner, bien envoyer nos enfants à l'école et avoir quelque chose à mettre sur son assiette tous les jours et voir ses enfants et ses parents en bonne santé. Ça, c'est ce qui intéresse les Gabonais. Le reste des discussions, ce sont des discussions byzantines qui n'ont pas de fin. Et ça, des discussions byzantines, ça n'a jamais fait avancer un pays. Vous savez, lorsqu'il y a des changements qui se font en bien, que vous soyez acteur ou bien que vous soyez spectateur, c'est toujours une très bonne chose. Lorsqu'il y a des changements positifs qui impactent positivement notre vie, nous ne pouvons qu'applaudir. Par contre, ce qui serait dommageable, c'est qu'il y ait l'effet de la levure qui monte et qui s'aplatit par la suite parce qu'on n'a pas pu faire ce pourquoi on a fait monter la levure. Ça veut dire tout simplement, si vous créez de l'espoir, il ne faut pas décevoir cet espoir. Parce qu'il n'y a rien de tel que quand vous promettez quelque chose à un enfant et par la suite vous ne le lui donnez pas, vous croyez que c'est un enfant parce qu'il ne comprend rien, mais c'est une erreur. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on se souvient des choses qui nous sont arrivées quand nous avions 10 ans. Quand nous avions même 6 ans, il y a beaucoup d'entre nous qui nous souvenons. Donc, il ne faudrait pas décevoir. Donc, les choses ont été faites et j'ai la faiblesse de croire que tout ce qui a été entrepris ira jusqu'au bout. Donc, c'est tout le mal que je souhaite à chacun d'entre nous et surtout à ceux qui ont la charge de faire aboutir ces choses-là. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous surprend? La démission, c'est comme l'adhésion, c'est des mouvements de la vie. Pourquoi voulez-vous que les gens ne démissionnent pas? Qui est marié à vie? Même avec sa femme, est-ce que vous êtes marié à vie? Non. Quand ça ne va plus, vous vous séparez. Qui est marié à vie avec son emploi? Vous faites aujourd'hui votre travail là parce que ça vous plaît, ou bien parce que vous tirez profit, ou bien vous tirez un plaisir. Lorsque votre cœur ne vous dira plus, vous irez faire autre chose. Ce sera une démission. Ce sera un divorce. Donc, moi, j'estime que nous faisons beaucoup de bruit pour peu de choses. Sincèrement, ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et ça n'a même pas lieu qu'on s'attarde. Parler de ces démissions du PDG, c'est donner de l'existence à des choses qui n'existent pas. Parce que ces personnes, lorsqu'elles ont adhéré au parti, elles n'ont pas fait du bruit. La plupart de ces personnes étaient des parfaits inconnus. Mais une fois qu'elles sont arrivées au parti, se sont fait un nom, et pour se mousser, lorsqu'ils démissionnent, ils font beaucoup de bruit autour. Mais non, sincèrement, lorsque vous venez dans un parti, c'est une adhésion
personnel. Quand vous partez, vous devez vous taire et vous partez également comme vous êtes venu. Donc, pour moi, c'est sans intérêt. Et la preuve, ces personnes qui ont démissionné au PDG vont aller ailleurs dans une autre partie et quand elles démissionnent aussi de ces partis, feront aussi du bruit. Ne vous en faites pas, c'est leur modus operandi, c'est leur façon de vivre. Et lorsque ces personnes seront connues de tout le monde, franchement, ce sera comme un petit souffle d'un petit oisillon que personne n'entendra. Donc franchement, c'est sans intérêt et ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Ne donnons pas d'importance à des personnes qui ne le méritent pas. Parce que vous, les journalistes, en parlant de ces personnes, vous leur donnez une existence. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces personnes sont des personnes anonymes. Et c'est des personnes que personne ne connaît. Avant d'arriver dans notre PDG, personne ne connaissait. Et elles resteront anonymes lorsqu'elles partiront. Vous savez, il n'y a rien de tel que lorsque, d'une année à une autre, il y a croissance de la population. Je vous assure. Tous les pays qui se sont relevés fortement, cela a été fait par la croissance de la population. On ne se rend pas compte que lorsqu'une population diminue, c'est un indicateur très grave dans un pays. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mortalité ou bien beaucoup d'exode. L'exode, pas seulement rural, hein, mais ça peut être l'exode des personnes qui quittent le pays pour aller ailleurs. Mais lorsque vous avez une population qui croît d'une année à une autre, c'est quelque chose d'important. Et le mal que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est d'être en bonne santé. Et parce qu'une santé, qu'on le veuille ou non, n'a pas de prix. Ça a un coût, au contraire. Ça a un coût parce que lorsque vous allez vous soigner, ça a un coût. Mais ça n'a pas de prix parce qu'une vie, on ne sait pas d'où elle vient. Et lorsque nous la perdons aussi, on ne sait pas où elle va. Sinon, chacun d'entre nous achèterait sa vie. Et aujourd'hui, personne ne peut l'acheter. Et tant que c'est un don de Dieu et que c'est le Tout-Puissant qui nous l'a donné, gardons-la et gardons celle des autres. Parce que c'est nous-mêmes qui détruisons les autres. Nous mettons beaucoup d'énergie à s'auto-détruire. Mais lorsque vous passez votre temps à détruire votre frère, vous croyez que c'est celui qui n'aime pas votre frère, qu'est-ce qu'il fera? Il ne fera que s'y engouffrer. N'ouvrez pas les portes. N'ouvrez pas les portes au diable. Chassons le diable de nos maisons. Chassons le diable de notre entourage. Chassons le diable de notre pays pour que l'amour et l'amour seul prévalent. Et c'est tout ce que je demande aux Gabonais de s'aimer davantage. Parce que les Gabonais ne s'aiment pas. Les Gabonais sont très méchants les uns vis-à-vis des autres. Et ça me désole et ça m'attriste. Il est temps que l'amour enfin prévale entre nous. Quand je regarde tous les dimanches, les églises sont remplies des compatriotes. Quand je regarde des églises et tout, nous prions. Mais nous prions qui? Nous prions quoi? Si nous ne nous aimons pas, si nous sommes incapables de nous aimer, nous sommes incapables d'aimer notre prochain, mais nous aimons qui? Mais nous nous mentons à nous-mêmes. Et vous savez, la Bible déclare qu'on peut mentir à tout le monde, sauf à deux personnes. Au bon Dieu et à soi-même. Du moins, si on ne peut pas mentir, Dieu, on ne voit pas, mais arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Soyons nous-mêmes et aimons-nous pour que 2025 soit une année de bonheur. Je vous remercie.